pour cette fin d'après-midi, avec Charles, on va animer la session 3 minutes pour nous convaincre. Donc ça sera principalement des internes, mais aussi des collègues médecins qui vont présenter, ainsi que des collègues infirmiers. C'est des courtes présentations avec des messages clés. On fera des questions si on a et si on a encore le temps à la fin. Donc je vais inviter en premier l'équipe d'Alençon qui va nous présenter, donc le docteur Cardas et Madame Picheron, qui vont nous présenter la plateforme de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement ici dans l'Orne. Donc bonjour à tous, nous remercions tout d'abord les organisateurs de nous avoir sollicités pour présenter notre dispositif, puisque nous savons tous que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc on va vous présenter la plateforme de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement de l'Orne, mais il existe une plateforme par département, et ces plateformes sont issues du plan national autisme. Donc ces dispositifs sont bien sûr respectueux des recommandations de la Haute Autorité de Santé. La plateforme de l'Orne, elle s'adresse aux enfants âgés de 0 à 7 ans ayant une suspicion de troubles du neurodéveloppement et aucun parcours diagnostique en cours. Il faut savoir que l'adressage est exclusivement médical. Un médecin doit remplir un formulaire et ce formulaire est le même au niveau national. Ensuite, nous allons mettre en place un parcours coordonné, donc de bilan et d'intervention précoce vers des professionnels libéraux. Nous pouvons également financer ces bilans et ces suivis, ou nous allons orienter vers des structures de deuxième ligne, type CAMS ou CMP, SMPP, pour une durée d'1 an, renouvelable 1 an. Je vais laisser le docteur Cardas présenter les TND. Voilà, donc pour les TND, comme vous savez, ça s'appelle des troubles du neurodéveloppement. Ça concerne beaucoup plus de spécialités que la neuropédiatrie ou la pédiatrie. Vous êtes impliqué aussi comme spécialiste, pédopsychiatre et psychiatre par la suite, parce que c'est des troubles durables. Donc la DSM-5 définit les TND comme un ensemble d'affections qui débutent durant la période du développement, qui sont caractérisées par une perturbation durable du développement d'une ou plusieurs compétences cognitives attendues, ce qui entraîne un retentissement conséquent du fonctionnement adaptatif, social, scolaire ou familial. Donc en fait, c'est un écart inhabituel de la trajectoire développementale typique d'un enfant. Donc ces troubles apparaissent le plus souvent précocement dans l'enfance, avec les premiers signes qui sont visibles avant que l'enfant entre à l'école et qui se modifient jusqu'à l'adolescence. Ça veut dire qu'un enfant, comme vous savez tous, qu'on diagnostique avec un TSA à 4 ans, n'aura pas forcément les mêmes signes à l'âge de 16 ans ou 18 ans. Les causes et les facteurs de risque, comment ils sont épigénétiques maintenant, on parle de l'épigénétique. Ça veut dire qu'il y a une implication de tous les facteurs biologiques, génétiques, mais aussi de l'environnement qui est très important. Voilà, donc ça c'est en fait le schéma de troubles du neurodéveloppement d'après le DSM-5. Et ça regroupe les troubles, maintenant on appelait avant la déficience intellectuelle, mais maintenant on parle du trouble du développement intellectuel, qui peut être léger, modéré, sévère ou profond. Et quand les enfants ils ont moins de 6 ans, on parle plutôt d'un retard global du développement. Après, on a le TDAH, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique, que vous connaissez bien, les troubles spécifiques des apprentissages, qui peuvent être des dyscalculies, des dyslexies, dysorthographies, des dysphasies, ou ils peuvent être combinés, les troubles moteurs, les troubles de la communication, et autres troubles neurodéveloppementaux qui peuvent être spécifiés, par exemple en trouble neurodéveloppemental lié à un syndrome de l'alcoolisme fœtal, peut être classifié là-dedans. Voilà. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci beaucoup de votre intervention. On va regrouper les questions plutôt à la fin, si ça vous va, afin de faire passer l'ensemble des 10 intervenants. Pour la deuxième intervention, on va accueillir une équipe cannaise, principalement de l'EPSM de Caen, Solène Godefroy, Jérôme Chaumier et Catherine Doliger, qui est infirmière aux urgences du château de Caen. Donc il y a une valence addictologie et psychiatrie. Le thème de leur présentation est l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke à tableau psychiatrique aigu. Quel repérage aux urgences? Donc bonjour à tous, merci de prendre le temps d'assister à cette présentation. Donc nous allons vous faire un point sur l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke à tableau psychiatrique aigu, en questionnant un peu le repérage et les traitements qui sont disponibles aux urgences générales pour ces patients. Donc déjà, l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, qu'est-ce que c'est? C'est une encéphalopathie métabolique d'origine carentielle, qui est en lien avec un déficit en vitamine B1 qu'on appelle également la thiamine. La thiamine, elle est d'origine exclusivement alimentaire. Cette encéphalopathie, elle constitue une urgence neurologique, diagnostique et thérapeutique, puisque l'une des complications du déficit en thiamine, c'est quand même le syndrome de Korsakoff, qui lui, pour le coup, est irréversible. Elle est globalement sous-diagnostiquée du vivant des patients, puisqu'on voit que dans les analyses post-mortem, on a 80% de la forme de l'encéphalopathie qui est non diagnostiquée, et on a une prévalence en analyse post-mortem qui est 20 fois plus élevée que la prévalence retrouvée du vivant des patients. Cette prévalence de l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, on sait qu'elle est augmentée chez les patients qui présentent un trouble d'usage d'alcool, donc aux alentours de 20% chez cette population-là, comparativement à une prévalence de 2% en population générale. Et on sait que cela est en lien avec une diminution de l'absorption en thiamine, puisque les patients qui ont un trouble d'usage d'alcool s'alimentent moins bien, et aussi une diminution de la capacité de stockage hépatique, puisque la thiamine est stockée au niveau du foie. Pour ce qui est de la description clinique, donc on a la triade classique que vous connaissez sûrement, donc le syndrome confusionnel, les troubles oculomoteurs avec nystagmus et ophtalmoplégie, puis on a aussi donc le syndrome cérébelleux. Cette triade-là, elle est non pathognomonique et non spécifique puisqu'elle est retrouvée seulement dans 16,5% des cas. En fait, même s'il y a peu d'études sur les tableaux psychiatriques, il y a quand même des descriptions de plusieurs tableaux de délire ou d'hallucination, et récemment aux urgences psychiatriques de Caen, il y a eu 2 cas cliniques de retrouvés. 2 tableaux donc délirants pour lesquels c'était une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Il n'y a pas d'examen permettant un diagnostic de certitude. Dans l'IRM, par exemple, il y a 40% des formes, 40% d'absence totale d'image à l'IRM, et les dosages vitaminiques sont non représentatifs des dosages des concentrations intracérébrales. Donc finalement, c'est la clinique qui prime. Si on a un patient avec un trouble lié à l'usage d'alcool et surtout un syndrome de sevrage, puisqu'il est marqueur de sévérité de ce trouble d'usage et qu'il est marqueur indirect d'un dosage vitaminique carencé, c'est là qu'il faut penser à l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke en premier lieu. Alors, pour ce qui concerne le traitement, eh bien, effectivement, il faut prescrire de la thiamine dès la suspicion du diagnostic. Impact majeur sur la morbidité, puisqu'il y a un risque en l'absence de traitement, et l'impact majeur sur la mortalité, puisqu'il y a 20% de risque de décès en l'absence de traitement. Le traitement, il est disponible, il est facile à mettre en place, sans risque de surdosage, puisque la vitamine est hydrosoluble, et le prix, vous voyez, il est relativement abordable. Donc en conclusion, ce qu'on voudrait vous transmettre, c'est que ce qui parfois ressemble à de la psy n'est pas forcément d'étiologie psychiatrique. Mettre des neuroleptiques dans l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, ça ne marche pas. Les symptômes hallucinatoires et délirants sont en lien avec les lésions cérébrales causées par la carence en thiamine. On sait que ces lésions-là, elles apparaissent dès 3 semaines de carence, qu'il ne faut pas une grosse carence pour qu'il y ait ces lésions-là. Et donc, ce qu'on voulait vous transmettre, en conclusion, effectivement, s'il y a un trouble de l'usage de l'alcool ou un sevrage alcoolique, pensez immédiatement à la vitamine B1. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On continue avec Rouen. Donc, Marine Dalmont, qui est docteur junior à Rouen, elle va nous présenter la TDCS dans la dépression bipolaire. Donc, neurostime et dépression. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter en 3 minutes, j'espère, la TDCS, l'utilité de la TDCS dans la dépression bipolaire.
Alors, la dépression bipolaire, c'est 60% des épisodes thymiques du bipolaire. C'est également le plus d'impact sur la qualité de vie. C'est un arsenal thérapeutique moins développé que pour d'autres polarités ou que pour la dépression unipolaire. Et il est donc nécessaire d'avoir des alternatives aux thérapeutiques usuelles, tant il y a de contre-indications, de difficultés de prescription de certains traitements et de nécessité de potentialisation. La TDCS, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une technique de neuromodulation qui consiste en l'application d'un courant électrique continu de 2 mA, tout petit. Dans la dépression, on met l'anode qui stimule sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, zone réputée hypofonctionnelle dans la dépression. C'est une technique qui est extrêmement bien tolérée, avec aucun effet indésirable sévère retrouvé à ce jour dans la littérature. Et c'est dans la dépression unipolaire, une technique qui a dans la dépression unipolaire non résistante un niveau de preuve B dans les recommandations européennes. Donc on a fait une revue de la littérature sur PubMed, on a eu 96 articles, au final on en a retenu 18, soit 158 patients, 6 RCT, 3 essais en ouvert, 9 cas cliniques ou séries de cas, surtout des cas de virage de l'humeur. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Déjà, la tolérance, je vous l'ai déjà dit, mais est excellente et on le retrouve chez nos dépressifs bipolaires. Il n'y a aucun effet indésirable sévère retrouvé. 6 virages de l'humeur, surtout dans les cas cliniques, mais certains dans les essais randomisés sur 158 patients. C'est quand même, on ne peut même pas estimer la prévalence. Et c'est également, il y a également une tolérance excellente en périnatalité, puisqu'on peut l'utiliser sans risque chez la femme enceinte et allaitante, ce qui est plus compliqué pour d'autres traitements de la dépression bipolaire. Ensuite, il y a une efficacité qui est certes modérée, mais qui est certaine. Les essais qui comparent efficacité de la TDCS dans la dépression uni versus bipolaire relatent une efficacité identique. L'anode est toujours placée au même endroit, le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Par contre, pour la cathode, ce qui a été le plus étudié dans la dépression bipolaire, c'est plutôt le montage bifrontal, c'est-à-dire anode frontale gauche et cathode frontale droit, alors que dans la dépression unipolaire, on a plutôt, le consensus est plutôt de mettre la cathode sur la jonction temporopariétale. Bon, à voir. En tout cas, voilà pour ce qu'on sait dans la dépression bipolaire. Pour ce qui est de la dépression bipolaire résistante et la TDCS, nous n'avons aucune donnée à ce jour. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Et le contrat des 3 minutes est respecté quasiment à la seconde près. Donc pour suivre, on va accueillir Lucie Métivier, qui est interne de gérontopsychiatrie en césure recherche actuellement, qui va nous présenter un bout de sa recherche sur l'intérêt de l'échelle d'auto-évaluation des symptômes négatifs, SNS, en population étudiante. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail. Ah oui, c'est bien ça. Pour lequel on a un petit peu modifié le nom, donc, que j'ai réalisé avec le professeur Dolphus et qui s'intitule donc Symptômes négatifs dans la population étudiante, mythes ou réalités. Donc les symptômes négatifs sont souvent présents de façon insidieuse avant même les symptômes positifs chez les sujets ultra haut risque de psychose et sont pourtant peu utilisés pour le dépistage de ce type de troubles. Nous avons donc réalisé un travail autour de 3 questions. Donc la population étudiante présente-t-elle des symptômes négatifs ? À partir de quel seuil ces symptômes négatifs pourraient-ils être considérés comme pathologiques ? Et peut-on identifier des facteurs pouvant expliquer la présence de ces symptômes ? Donc pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'étude Alcool et drogue à l'université de Caen, Normandie, qui consistait, durant l'année 2020, à l'envoi d'un questionnaire sur la boîte étudiante de tous les étudiants de l'université de Caen. Ce questionnaire était composé de questions générales, de questions sur les consommations de toxiques, mais aussi d'échelles d'auto-évaluation de la symptomatologie psychiatrique avec la BDI pour les symptômes dépressifs, la PQ16 pour les symptômes positifs et la SNS pour la symptomatologie négative. Donc nous avons pu analyser les réponses de 2128 étudiants
Et 89% d'entre eux présentaient au moins un des sous-scores à la SNS supérieur ou égal à 2, avec une prédominance de l'avolition qui était présente chez 71% des étudiants. Ensuite, pour définir un score cut-off à la SNS à partir duquel les étudiants pouvaient être considérés à ultra haut risque de psychose, nous avons utilisé une courbe de ROC en déterminant la population de sujets à ultra haut risque à l'aide de la PQ16. Donc 269 étudiants présentaient un score à la PQ16 détresse supérieure ou égal à 9 et ont été considérés comme à ultra haut risque de psychose. Donc grâce à ça, on a pu déterminer un cut-off à la SNS optimal, donc qui était de 13, avec une sensibilité de 78% et une spécificité de 67%. Pour finir, nous avons réalisé des régressions linéaires et les scores de SNS total étaient partiellement expliqués par la symptomatologie dépressive, les consommations de cannabis et la symptomatologie positive. Concernant les 5 sous-scores de la SNS, l'abolition était partiellement expliquée par la symptomatologie dépressive et par les consommations de cannabis, alors que la diminution du ressenti émotionnel n'était expliquée par aucune de ces variables. Donc, en conclusion, cette étude nous a permis d'identifier des symptômes négatifs dans la population étudiante qui étaient partiellement expliqués par les symptômes dépressifs, les symptômes positifs et les consommations de cannabis. L'outil utilisé, la SNS avec un cut-off à 13, pourrait être un outil complémentaire à la PQ16 pour le dépistage des sujets à ultra haut risque. Et pour finir, la diminution du ressenti émotionnel est le sous-score de la SNS le plus spécifique et le moins impacté par la symptomatologie dépressive et les symptômes positifs. Et je vous remercie de votre attention. Voilà. Parfait, 3 minutes. Bravo. Ensuite, pour Rouen, nous avons une interne en premier semestre. Donc bravo, courageuse, Milena Bertrand, qui nous parle de malformation et symptomatologie psychiatrique. Bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous parler d'un cas clinique qu'on a vu sur l'unité Colonna, là où je suis actuellement. Donc on a reçu un jeune homme de 18 ans qui nous avait été adressé pour des crises klaxtiques, des tics vocaux et moteurs et des idées délirantes dans le service. Dans ses antécédents, on notait une agénésie sacrée totale et des pieds talus bilatéraux. Et donc le tableau qu'il a présenté dans l'unité, c'était une logorée, une mégalomanie, il avait un discours désorganisé, des idées délirantes de type hypocondriaque avec un mécanisme intuitif centré sur des caractéristiques sexuelles secondaires, donc c'était sa voix d'homme et particulièrement aussi il était obsédé par son érection. On a fait des investigations parce que c'était un premier épisode chez un jeune homme, donc on a fait une IRM qui était normale, la biologie il n'y avait pas de particularité. Et puis on a découvert en questionnant sa mère que dans l'anamnèse développementale, il y avait une exposition au basone in utero qui n'avait pas été découverte avant la naissance de l'enfant avec les malformations. C'est comme ça qu'ils ont fait la recherche. On lui a fait aussi un bilan neuropsychologique qui est revenu assez récemment, qui montre qu'il a une altération de l'ensemble de la sphère cognitive, donc les 5 fonctions. Il a aussi une diminution de l'expression émotionnelle, un discours désorganisé. Tout ça, ça montre une altération de son fonctionnement social et scolaire, et donc c'est des critères d'entrée dans une pathologie psychiatrique. En tout cas, ça fait penser à ça. L'exploration génétique n'est pas encore revenue, mais c'est en cours. Pour sa prise en charge, on avait parti sur le diagnostic d'un trouble schizoaffectif. On hésitait avec un trouble bipolaire au départ, avec juste des caractéristiques psychotiques sur un épisode maniaque, mais du coup, on a décidé de traiter par lithium et Abilify en premier lieu. Ça a amélioré la symptomatologie maniaque, mais la symptomatologie délirante est quand même restée là. Du coup, on a décidé de switcher par l'olanzapine, ce qui a permis d'améliorer quand même le délire de mécanisme hypocondriaque, mais il y a quand même encore pour l'instant des résidus de ce délire et ça s'améliore de consultation en consultation. Donc finalement, nous, la question qu'on s'est posée, c'est que face à des malformations congénitales comme ça chez un jeune homme avec une symptomatologie psychiatrique, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'exposition au basone in utero ? Donc on a regardé un petit peu la littérature par rapport à ça, et en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup de choses qui nous faisaient penser à des choses psychiatriques. En tout cas, c'est pas du tout étudié dans la littérature. On a
Beaucoup de choses sur les malformations, sur peut-être des troubles du comportement chez l'enfant assez jeune, possiblement aussi des QI faibles à 3 ans, mais on n'a pas du tout d'association dans la littérature, en tout cas de cas cliniques décrits de schizophrénie, de troubles schizoaffectifs ou de troubles bipolaires qui seraient liés à une exposition au benzène in utero. Sachant que le benzène in utero, la question qu'on se posait, c'était est-ce que ça a induit un trouble neurodéveloppemental ou est-ce que c'était une mutation à cause du benzène au niveau génétique qui aurait, sur un gène qui pourrait induire un trouble schizoaffectif. Donc finalement, ce qu'on retient, nous, comme diagnostic, c'est le trouble schizoaffectif. Ça nous montre ce cas qu'il faut prendre en charge globalement les patients et notamment leurs antécédents. Il faut toujours faire attention, toujours faire une anamnèse développementale avec les parents parce qu'on peut trouver des éléments en plus qui pourraient nous orienter sur le diagnostic et puis sur une cause. Et qu'on a besoin de plus de descriptions de tableaux cliniques similaires pour essayer d'avoir un lien de causalité peut-être entre une exposition benzène in utero et des symptômes psychiatriques. Voilà. On va poursuivre avec Florian Letourneur, interne de psychiatrie adulte de Caen, qui va nous présenter un dispositif numérique d'auto-évaluation des hallucinations auditives et la preuve de ce concept. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse sous la direction du professeur Dollfus sur l'évaluation de la satisfaction et de l'acceptabilité donc d'un dispositif numérique d'auto-évaluation des hallucinations auditives. Pour rappel, les hallucinations auditives sont fréquentes puisque présentées par environ 70% des patients souffrant de schizophrénie et à l'origine d'un lourd retentissement en termes de souffrance psychique, d'altération de la qualité de vie et de détérioration du fonctionnement des patients. Actuellement, les hallucinations auditives sont uniquement évaluées par des échelles d'hétéroévaluation dans la pratique clinique quotidienne, ce qui peut présenter certaines limites, notamment de faire appel à un médecin spécialisé pour réaliser ces échelles. Elles dépendent aussi de la subjectivité de l'évaluateur et ne tiennent pas en compte les fluctuations temporelles des symptômes. Par ailleurs, le phénotypage numérique se développe de plus en plus dans les soins psychiatriques et consiste à collecter des données via des smartphones ou des capteurs connectés au smartphone. Des données donc, qui peuvent être tout type de symptômes, de comportements ou d'activités présentées par les patients. Les données recueillies peuvent être des données passives ou des données actives via des questionnaires ou des auto-évaluations qui sont remplies par les patients, permettant donc une mesure plus fine et plus objective, tenant compte des fluctuations temporelles et de l'environnement des patients. L'étude réalisée était une étude observationnelle évaluant la satisfaction et l'acceptabilité du dispositif numérique MIMO, donc permettant d'auto-évaluer les hallucinations auditives à partir d'une échelle d'auto-évaluation, la SAVH, réalisée sur le smartphone du patient ou sur un smartphone prêté par l'évaluateur. Ce dispositif numérique MIMO permet donc aux patients de soit signaler simplement une crise hallucinatoire au moment où elle survient, soit de réaliser une auto-évaluation plus approfondie des symptômes hallucinatoires. Le patient a également la possibilité de suivre l'évolution de ses symptômes via l'application et le médecin a également un retour sur l'évolution des symptômes des patients. 41 patients ont donc été inclus dans cette étude, âgés de 18 à 70 ans et diagnostiqués d'une schizophrénie ou d'un trouble schizoaffectif, selon les critères du DSM-5, et présentant des hallucinations auditives au moment de l'inclusion ou au cours de la semaine précédente. Chaque patient a donc rempli l'auto-évaluation SAVH sur le dispositif numérique MIMO, puis a rempli un questionnaire de satisfaction concernant ce dispositif. Les données ont ensuite été analysées, les données du questionnaire de satisfaction, et le résultat principal de l'étude était donc très satisfaisant puisque la note moyenne de l'échelle visuelle analogique était de 8,073 sur 10, donc évaluant la satisfaction globale des patients concernant leur utilisation du dispositif numérique MIMO. Quand on regarde un petit peu plus en détail les résultats du questionnaire de satisfaction, on s'aperçoit que les patients ont jugé que l'application était facile à utiliser, qu'ils n'ont rencontré quasiment aucun problème technique
et que le contenu de l'application était plutôt adapté à leurs symptômes hallucinatoires. Et selon les patients encore, le dispositif pourrait leur être utile, et notamment utile dans l'amélioration de la conscience des symptômes. En conclusion, ont été retrouvés des bons niveaux de satisfaction et d'acceptabilité concernant l'utilisation du dispositif numérique MIMO, dispositif donc qui paraît adapté aux attentes des patients concernant l'évaluation de leurs symptômes hallucinatoires et pourrait permettre plusieurs intérêts positifs, comme d'évaluer les symptômes dans l'environnement des patients en prenant en compte les fluctuations temporelles des symptômes et en fournissant des informations plus objectives afin de promouvoir l'autonomie des patients, d'améliorer la conscience de leurs hallucinations et de renforcer leur implication dans leur prise en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Florian. Et donc ensuite, nous avons Honorine Rohrbach, qui est interne en deuxième année à Rouen, qui va nous présenter un autre cas clinique à la frontière, cette fois-ci entre la psychiatrie et la génétique. Donc un cas d'un patient chez qui on a diagnostiqué un syndrome de Klinefelter. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un cas clinique d'un diagnostic d'un syndrome de Klinefelter chez un patient de 19 ans en psychiatrie de l'adulte. Donc pour commencer, quelques généralités sur le syndrome de Klinefelter. C'est une anomalie chromosomique avec un surnombre de chromosomes sexuels X. Le karyotype, le plus souvent, il est 47XXY et il touche un homme sur 660 et malheureusement sous-diagnostiqué. Alors, moi je vais vous présenter le cas de Monsieur B qui est hospitalisé dans notre service de psychiatrie depuis ses 18 ans pour des troubles du comportement avec menaces et passage à l'acte hétéroagressif. Monsieur B, il est suivi depuis ses 12 ans en pédopsychiatrie pour une grande dysrégulation émotionnelle et en parallèle depuis ses 13 ans dans un centre pour des auteurs de violences sexuelles. Donc moi j'ai commencé sa frise chronologique à partir de ses 14 ans, c'est-à-dire à partir de sa première hospitalisation. En fait, les hospitalisations, elles sont en bleu. Voilà. Et CIT, c'est chambre d'isolement thérapeutique. On constate que les hospitalisations, elles sont nombreuses et qu'il y a des réguliers passages en chambre d'isolement thérapeutique. Et donc, malgré une prise en charge hospitalière conséquente lors de son adolescence, le diagnostic du syndrome de Klinefelter, il n'a été fait qu'aux 19 ans de Monsieur B. Pourtant, il avait deux grands signes cliniques très sensibles du syndrome de Klinefelter, c'est-à-dire une gynécomastie bilatérale ainsi qu'une micro-orchidie. Il avait d'autres caractéristiques physiques beaucoup moins sensibles comme une grande taille, des longs membres, des épaules étroites, une adiposité gynoïde. Son bilan hormonal révèle une testostéronémie dans les normes mais plutôt basse, plutôt même très basse pour un jeune homme, et une FSH et une LH 2 fois la norme. Une confirmation diagnostique a donc été réalisée par un karyotype en novembre 2022. On peut se poser la question de quelle est l'utilité d'un diagnostic précoce ? Eh bien, c'est avant tout de prendre en charge les comorbidités avec leur impact sur le pronostic vital ainsi que sur la qualité de vie. Dans ces comorbidités, on peut citer le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l'ostéopénie avec le risque très accru de fractures, sans oublier le surrisque multiplié par 50 de cancer du sein, ainsi que multiplié par 500 de cancer médiastinal. Et concernant la très connue infertilité du syndrome de Klinefelter, aujourd'hui, grâce au progrès scientifique, on est capable de cryoconserver les gamètes des patients après biopsie testiculaire quand ils sont pris en charge jeunes. Donc finalement, si on zoome un peu sur les comorbidités psychiatriques, d'un point de vue neurocognitif, M. B, il présente un profil qui est bien décrit dans la littérature, c'est-à-dire un QI dans les limites basses, avec un retard dans le développement du langage, ainsi qu'un syndrome dysexécutif. Concernant la violence de M. B, finalement, dans les années 60, après la découverte de ce chromosome surnuméraire, la littérature elle a été très riche sur un potentiel lien entre violence et anomalie chromosomique. En effet, par exemple, dans les années 66, en 66 justement, les Américains et en 75 par la suite, le Français Benezech ont beaucoup publié sur la surreprésentation de cette population en milieu carcéral et institutionnel.
Et en 2012, il y a une grande cohorte danoise qui a démontré qu'après ajustement des données socio-économiques, il n'y avait pas de lien significatif entre syndrome de Klinefelter et délinquance. Alors, pour conclure, finalement, la comorbidité psychiatrique dans le syndrome de Klinefelter, elle est souvent, durant cette période de l'adolescence, l'adulte jeune, ce qui fait de nous, psychiatres, des acteurs de première ligne pour le dépistage de cette maladie. Donc j'espère vous avoir convaincu de la nécessité d'être attentif à ce phénotype. Et puis, pour ouverture, j'aimerais poser la question de, finalement, la solution pharmacologique proposée par les endocriniens, par les endocrinologues, c'est l'androgénothérapie, mais ça pose question pour des patients impulsifs, hétéroagressifs et auteurs de violences sexuelles comme Monsieur B. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. On va pouvoir faire la remise des prix le prix du poster et le prix de la meilleure présentation. Eh bien que tous les internes qui participaient peuvent venir sur la scène pour être applaudis tels qu'ils le méritent. Alors le gagnant est Léa Duchesnay de l'équipe l'équipe d'urgence psychiatrique et de PSM de Caen. Donc là, je vais tâcher d'être sérieuse parce que c'est très sérieux. Très sérieux parce que le challenge 3 minutes, franchement, je ne sais pas si moi, j'aurais pu le tenir. Et donc, bon, je fais quelques déçus, mais je vais faire une heureuse, à savoir Honorine Rohrbach. Eh bien maintenant nous allons enchaîner avec la session paramédicale avec Madame Claire Prévost. Bonjour, pour la catégorie du personnel non médical, on va avoir 2 présentations orales. Donc une présentation par Madame Roludivina du CHU de Caen, qui est infirmière en pratique avancée. Il va nous présenter son travail sur l'intérêt d'une intervention de prévention et de promotion de la santé sur la prise en soin du syndrome métabolique auprès de patients atteints de schizophrénie. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon protocole de recherche dans le cadre du Master IPA sur la prise en charge du syndrome métabolique chez les patients souffrant de schizophrénie. Donc, pour rappel, quelques chiffres. Sur la réalité de la santé physique chez cette population de patients. Donc 33 patients, des patients consulteraient un médecin traitant dans l'année. Les examens paracliniques sont également assez peu réalisés, puisque 38% des tensions artérielles sont mesurées, de même seulement 42% des périmètres abdos sont faits. 89% des patients qui présentent une dyslipidémie ne reçoivent pas un traitement optimal. Et on retrouve 40 à 60% des patients qui présentent un syndrome métabolique, ce qui a une incidence directe sur leur espérance de vie et qui fait l'objet de mon sujet de mémoire aujourd'hui. Puisque les causes cardiométaboliques participent entre autres à une perte d'années de 15 à 20 ans d'espérance de vie. Il faut savoir que 88% des patients estiment avoir un comportement qui est à risque pour leur santé, et ils sont 65% à vouloir améliorer ce comportement, dont un peu plus de 80% souhaitent être accompagnés pour améliorer ce comportement au sein même de leur établissement psychiatrique, puisque l'accès aux soins primaires reste encore difficile pour eux et que ça nécessite beaucoup plus que la simple programmation de consultation auprès d'un médecin traitant. Donc des mesures éducatives sont possibles et même indispensables au sein des CMP, notamment par un accompagnement à la promotion de la santé, qui a pour objectif de donner aux usagers davantage de maîtrise de leur santé et d'accroître leur niveau de bien-être. Donc, je vous présente le déroulement de l'étude. Donc, après l'inclusion du patient par le médecin référent, est mis en œuvre les consultations IPA, avec dans un premier temps un diagnostic de santé, avec le recueil des données des facteurs de risque cardiovasculaires, les mesures du paramètre clinique et biologique du syndrome métabolique et la réalisation de l'échelle de la qualité de vie.
La troisième étape est le diagnostic éducatif, avec l'évaluation des compétences et des besoins du patient et l'élaboration des objectifs et de stratégies d'intervention. Vient ensuite l'élaboration du plan de protection et de promotion de la santé qui va être co-construit avec le patient et qui va permettre d'organiser l'ensemble de son parcours de soins. Et enfin, l'évaluation sera faite des objectifs à 6 mois et à 1 an, avec de nouveau la mesure des paramètres cliniques et biologiques du syndrome métabolique, la réévaluation de l'échelle de la qualité de vie et un questionnaire auto-administré sur les changements de comportement que le patient a pu mettre en place au cours de la prise en charge. Je vous remercie de votre attention. Merci. On accueille maintenant Pauline Couffon, qui est infirmière à l'UMD, qui va nous présenter une médiation thérapeutique. Bonjour à tous et à toutes. Bon, il n'y a pas de PowerPoint chez moi, mais ça va être quelque chose de très simple et basique, pas comme mes autres confrères, un truc beaucoup plus poussé. Moi, je vais vous présenter un atelier que j'ai créé avec mon collègue Éric Lacrampe. On a installé, on a fait un atelier basket au sein de l'UMD. Alors, pour l'instant, vous avez pensé que c'est sûrement pas grand-chose de vraiment original, mais en fait, à l'UMD, de par la structure très sécurisante et fermée, c'est extrêmement compliqué de faire venir des intervenants extérieurs pour mener des activités. Souvent, elles sont faites par des collègues, nous-mêmes, souvent d'intra-hospitaliers, pardon. Et là, la particularité, c'est que nous faisons venir une fois par semaine le directeur du centre de formation du Rouen Métropole Basket, donc David Dubos, qui vient entraîner une fois par semaine nos patients. Donc un petit groupe de patients, de 4 à 5 patients. Donc évidemment, les bienfaits du sport et de l'activité physique, elle est plus à prouver pour combattre l'asymptomologie négative de nos patients psychotiques. Mais là, en plus, on se sert vraiment de cette médiation pour travailler la réhabilitation sociale. Le fait que l'intervenant, David, soit vraiment quelqu'un d'extérieur et surtout non soignant, a un regard extrêmement bienveillant envers nos patients, et nos patients sont très attachés justement à le regard que David peut avoir sur eux. Et nous avons pu organiser plusieurs sorties thérapeutiques avec nos patients. L'année dernière, ils sont allés voir un entraînement toute l'après-midi dans notre structure à Rouen, et plusieurs fois un patient a pu aller voir un match directement du basket, donc un vendredi soir, 3000 personnes. Donc ça, c'était vraiment super, parce que c'est pas simple, vous imaginez, de faire sortir un patient hospitalisé dans une UMD. Ça a été réalisé avec beaucoup de succès et beaucoup de fierté. Et on croise les doigts normalement aussi demain. Voilà.